On y va. Ils font partie de notre culture générale, ils ont ancré dans notre mémoire des univers riches en émotions, ils ont marqué une rupture dans leur domaine, ils ont su fédérer. Allez, on rembobine. Nous sommes en 1976, à Los Angeles. Le distributeur de films de la 20th Century Fox contacte son agence, la Zeniger Advertising, la spécialiste des affiches de films connue pour avoir déjà travaillé sur l'affiche des Dents de la Mer. La Fox veut promouvoir un nouveau film de style Space Opera, qui est alors en pré-production. Ce film doit s'intituler George Lucas rame depuis plus de 5 ans à trouver des fonds pour terminer son film. Il veut des outils de promotion et veut un joli logo qui lui permettront d'avoir de la visibilité et de récupérer des fonds des divers producteurs et majors. Lorsque le film rentre en pré-production, l'illustrateur-concepteur Ralph McQuarrie, qui travaillait encore au décor et storyboard du film, s'y colle en créant plusieurs logos avec différentes typographies. Bon, c'est pas son job, mais il est sympa et trouve ça marrant à faire. La première typographie choisie, c'est du Futura Display. Le mec au-dessus du logo, c'est Luc. Le mec à côté du logo, c'est encore Luc. La seconde version validée est faite avec une autre typo, la URW Précis. Mais ces logotypes ne satisfont personne, jusqu'à ce qu'il rencontre le graphiste typographe Dan Perry en 1977. Concepteur réputé de séquences d'ouverture de films et de bancs titres, on lui doit entre autres celle de L'Exorciste, de Taxi Driver et de Raging Bull. Le seul brief donné par Lucas était qu'il puisse être utilisé dans le déroulant d'introduction du film. Perry trouve son inspiration dans le logotype et le générique d'ouverture du film Union Pacific de Cecil B. DeMille en 1939. Un film épique et très masculin. En plus, il y a un mec chambé qui a une moustache. Après pas mal de recherches, Perry crée un logo avec un point de fuite. De la testostérone chez les Simpsons. Lucas pouvait commencer à démarcher les producteurs et promouvoir enfin son film avec une identité claire. Ce logo a été utilisé pour les affiches d'annonce du film. Ils avaient même rajouté des étoiles dedans au cas où on n'aurait pas compris. Ça, c'est la version française qui s'intitule La guerre des étoiles. Le style est préservé. C'est à ce moment-là que rentre en scène la femme, Susie Rice, Susan Elizabeth Rice. Elle a 22 ans et occupe un poste de directrice artistique chez la fameuse Zeniger Advertising. Non, en fait, c'est pas elle. Les seules photos d'elle sur le net que l'on ait trouvées, c'est celle-là. George Lucas, qui travaille sur les nouvelles affiches, lui demande un autre logo, qui ait l'air plutôt fasciste. Enfin, c'est ses mots, hein. Plus intimidant, qu'il puisse impacter le spectateur, qu'il soit théâtral. La nuit précédant la réunion avec Georges Lucas, j'ai lu un livre sur la typographie allemande et les origines historiques de certaines des polices de caractère les plus populaires et les plus utilisées aujourd'hui. Quand Georges m'a décrit le type d'éléments qu'il souhaitait, là je suis retournée au bureau et j'ai utilisé ce que je pensais être la police de caractère la plus fasciste à laquelle je pouvais penser, l'Helvetica Black. Ligne dure, graphisme rigoureux, une police puissante, sans fioritures, carrée et solide. Voilà les affiches de promo avec le logotype de Rice. Dans le même temps, George Lucas rencontre Stan Lee chez Marvel pour lui confier l'adaptation en comics du film qui n'est pas encore sorti. C'est à Jim Novak, créateur de bande dessinée, que les premières pages et la couverture sont confiées. En 1983, Novak se confie et raconte comment il a conçu le logo de la BD Star Wars. Ils ont apporté leur logo et Stanley n'en était pas fou. Le W était un peu différent et les lettres n'étaient pas du style Marvel. J'ai donc fini par le refaire. On travaillait sur l'adaptation de la BD. J'ai écrit le premier numéro
sans même savoir de quoi parlait Star Wars. À l'époque, Novak a vendu son logo pour 25 $. En parallèle, Joe Johnston, le directeur artistique de Lucasfilms, redessine le W du logo de Rice avec un pied de lettres aplati et un contour plus épais pour améliorer la lisibilité du logo dans les principaux titres du film. Johnston et Novak s'attribuent la paternité du logo Star Wars et Suzy Rice disparaît du générique. Cette dernière version du logotype est celle que l'on peut voir aujourd'hui. Elle est utilisée pour tous les opus de la saga et n'a jamais été réactualisée ni modifiée depuis 40 ans. Personnellement, je préfère la version créée par Perry. Mais à l'usage, elle était difficile à décliner sur tous les médias et tous les supports. Ce qui a été retenu, c'est une version finalement moins sophistiquée mais plus commerciale. Donc plus immédiatement accessible pour son public. Et ils ont eu raison. Au vu des royalties qu'ils ont encaissées et vont continuer d'encaisser pour un bon moment encore. En fait, le choix d'un logo, ce n'est pas forcément ce que l'on aime le plus, mais ce qui va vraiment soutenir le business sur du long terme et dans tous ses développements potentiels. Que l'on crée des films ou une entreprise.